traditions, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 29 juin 2021 et nous serons ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, en compagnie de Hamid Belkacem dans sa rubrique Environnement, nous parlerons des éboueurs de la mer. Vous savez, donc à l'approche de la saison estivale, les jeunes se serrent un petit peu les coudes afin de nettoyer les plages pour donc les préparer aux estivants. Nous parlerons également ce matin du mois bleu. Oui, et le mois de juin est un mois qui est consacré, encore une fois, à la sensibilisation du cancer. Un autre cancer, encore une fois, il s'agit du cancer de l'utérus. Des sages-femmes seront parmi nous ce matin afin de nous parler du bilan annuel de ce cancer qui fait encore beaucoup de victimes en Algérie, mais aussi à travers le monde. Djaoudet Gessouma, dans sa rubrique Livre, nous parlera de la chronologie de l'histoire de l'Algérie, des origines à nos jours. C'est un livre de Abdelrahman Khalifa. Nassiba Djaidir, dans sa rubrique Mosaïque, nous parlera ou nous fera visiter une exposition que Dar el-Kenz abrite en ce moment. Donc l'artiste peintre qui expose sera parmi nous ce matin. Il nous vient de Togourt. Plus de détails en compagnie de Nassiba Djaidir. Et vous savez, le 30 juin, donc demain, sera une journée un petit peu spéciale pour les amoureux de l'astronomie, de l'astrologie, mais aussi de paléontologie, parce que l'histoire est très liée à cet astre, on va dire, ou à ce corps étranger à la Terre. Il s'agit des astéroïdes. Et le 30 juin est une journée consacrée aux astéroïdes, puisque c'est la journée de l'astéroïde. On en parlera ce matin. Voilà pour le menu de cette matinée. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Avant de commencer notre émission Les Nouvelles du Ciel, en compagnie de Amel Laribs. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va depuis hier? Ça va, merci. Chaudement plutôt hier. Chaudement, oui, surtout humide. l'humidité, c'est très très humide. C'est très humide. Oui. Mais ce qui fait que le temps était un petit peu supportable, c'est il faut dire que le soleil était brillant. Il a bien brillé le soleil. Mais on avait quand même quelques voiles. Quand même. Oui, en fin d'après-midi, ça a commencé à s'intensifier un peu. Donc voilà. La journée était déjà. C'est le même type de temps aujourd'hui qu'hier. Donc on restera sur les mêmes. De toute façon, c'est l'été qui s'annonce. Il s'annonce plutôt chaud cette année. Oui, mais surtout vers le sud, des températures assez caniculaires, 48 à l'ombre. À l'ombre. Adrar, Salah, les oasis aussi. Donc vigilance. Oui, très. Il faut être très vigilant. Effectivement. Un peu plus de détails, Amel? Merci Nour. On y va. Merci. Allons-y. Bonjour et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera le plus souvent voilé près des côtes centre et est, plutôt dégagé près des côtes ouest, mais pré-orageux en fin de journée sur les côtes centre et est. Quelques pluies prévues vers l'intérieur et le plateau du centre et l'est, parfois orageuses et par endroits. Partout ailleurs, eh bien, le ciel restera le plus souvent voilé avec une tendance orageuse, plutôt dégagé vers le Sahara oriental et quelques formations cumuliformes, le Égard et le Tassili. Avec toutefois des soulèvements de sable cette fois-ci vers l'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont plutôt caniculaires au nord comme au sud, mais au nord, vers l'intérieur, le maximum 37 degrés. Relizane, Constantine, Batna, 36 à Al-Bayr de Djelfa, 30 degrés à Alger, 33 à Tizi Ouzou, Oran, Tlemcen, 28 à Annaba. Au sud, 38 Tamanrasset, Janet, 43 à Béchar, 45 Gardaya, Biskra, Mreyor, 43 degrés à Elizi, 46 vers Bourj Bedji Mourtan, 47 Insalah et 48 degrés le maximum à Adrar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre et est, et 20 à 30 km/h sur les côtes ouest de secteur ouest, et la température varie, de l'eau bien sûr, varie entre 22 et 23 degrés d'ouest en est. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de le nord de l'Afrique où le ciel restera dégagé
À Rabat, Tripoli, Le Caire, plutôt voilé, Niamey, N'Djamena, Khartoum, nuageux à Tunis et Laayoune occupé. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 25 degrés à Rabat, 29 Laayoune occupé, 36 degrés à Tunis, 38 Tripoli, 39 au Caire, 31 Nouakchott, 38 degrés à Niamey et le maximum cette fois-ci à Khartoum avec 42 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Et voilà, donc finalement, seul conseil qu'on peut donner, beaucoup s'hydrater surtout. Exactement. Et ne Buvez pas beaucoup sortir. d'eau. Voilà, et ne pas sortir si on n'a pas grand-chose à faire. Exactement. Ou bien Voilà. un chapeau sur la tête, une casquette. Voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment se Protégez-vous. protéger par rapport à ces températures. Alors Amel, vous savez ces derniers temps, donc c'était les examens, n'est-ce pas? Alors Célébration. déjà on a eu les résultats de la cinquième en attendant les résultats du BEM et du bac. Et donc pour la cinquième année, beaucoup de vœux, beaucoup de félicitations qu'on présente ce matin. Alors il y a Tata Hakima qui présente ses félicitations à Nabil Malik, Malik pardon, qui a décroché sa cinquième année au Lama. Il y a aussi Tata Safia. Alors j'imagine que ce sont des maîtresses, hein, donc qui présentent leurs vœux toutes fières de leurs petits-enfants. Et donc Tata Safia qui présente ses vœux aussi à Yoyo Abdelnour, à Zagat Mariam. Et Tata Nsrine, encore une fois, qui présente plutôt ses félicitations à Gharmoul Akram. Et enfin Amel Douadi qui aussi présente ses félicitations à Douadi Abdallah. Ce sont donc les enfants qui ont décroché leur cinquième année. Encore une fois, félicitations à tous les enfants qui ont eu leur cinquième, Inch'Allah, à ceux qui ont passé leur BEM et aussi le bac. Et je vais profiter encore aujourd'hui pour ma part parce que j'ai des vœux à présenter, des vœux très très spéciaux parce que ce 29 juin pour moi est une journée très spécifique. Pour la simple et unique raison que c'est l'anniversaire de mon papa. Je voudrais je voudrais profiter de cette occasion pour te dire, papa, que je t'adore, que je t'aime beaucoup, que tous les mots ne seront représentatifs pour te remercier pour ce que je suis aujourd'hui. Longue vie à toi, papa. On t'adore tous et joyeux anniversaire encore une fois. Et voilà, donc pour les vœux de cette matinée. Félicitations pour votre père. Merci beaucoup, Amel. Merci. Et donc on continue. Ce sera pause musicale en compagnie de la formation Kantara et on se retrouve juste après.
Le plateau, c'était la formation Komtara, donc un très beau rythme du Chabi revisité pour accueillir notre ami Hamid Belkacem. Bonjour. Bonjour Nahouda. Bienvenue à vous. Merci, bienvenue à tous. Alors vous étiez en train d'apprécier en tout cas oui, le morceau de Komtara. C'est le Chabi revisité version Komtara, c'est un délice. Oui. Et c'est vrai, on l'a bien apprécié en tout cas. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une opération qui existe quand même depuis quelques années, les éboueurs de la mer. Donc ce sont des jeunes très sensibles à la question environnementale. Enfin, l'opération est née en 1993. Un groupe de jeunes, une douzaine, filles et garçons, qui baignant dans l'atmosphère. Vous savez, 93, c'est juste une année après le fameux sommet de la Terre, 1992 à Rio, au Brésil, le fameux sommet de la Terre, de la planète, où on avait tiré un certain nombre d'alarmes. La nature va mal, la mer va mal. Ce sont des jeunes plongeurs diplômés de l'université et qui, soucieux de l'état de dégradation de la mer, décident de nettoyer. À la base, il y avait une vache qui est tombée d'un bateau lors d'une opération d'importation et qui s'est noyée, qui atterrit sur la plage du port de Tamanfoust. Et on a attendu à ce que Solotat Mahliya vienne la dégager. On est en 93, la situation sécuritaire n'était pas au top, on va dire. Et ne voyant pas venir ces fameux Solotat Mahliya, on décide de commencer à nettoyer la plage, évacuer la vache, aller à l'intérieur de l'eau, récupérer des pneus. Et c'est comme ça qu'est né en 1993 par l'association Récif, qui venait d'être créée, la première opération des éboueurs de la mer. Chemin faisant, en 94, on a réédité l'opération par 2 fois, 95, ainsi de suite, jusqu'en 2002. En 2003, l'opération n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le séisme, dramatique séisme de Boumerdès. En 2004, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas pour la 10e édition, pourquoi ne pas essayer d'associer les médias, et on s'est rapproché de la chaîne 3 d'abord et puis de la radio ensuite pour essayer de démultiplier. Et c'est ça la fameuse alchimie, la rencontre de la société civile, d'une association avec un média, la chaîne 3, qui a des correspondants un petit peu partout, et grâce au réseau associatif de Récif et grâce au réseau de la radio, l'opération a commencé à grandir, à grossir, et dès 2008, on a couvert pratiquement tous les 14 vilayets côtières. En 2013, c'était une opération méditerranéenne, puisque 4 pays de la rive nord on rejoint les éboueurs de la mer. Donc c'est ça l'opération des éboueurs. Voilà, il faut dire que c'est une opération, c'est une initiative, j'ai envie de dire, qui est contagieuse. Donc oui, très vite, c'est une bonne contagion. Voilà, c'est une bonne contagion, effectivement. Donc très vite, d'autres associations aussi se sont mis à nettoyer les plages. Vous-même, donc au niveau de l'association, donc l'opération s'est élargie. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, donc vous le faites à la veille donc du lancement de la saison estivale, mais à travers cela, il y a quand même un message, j'ai envie de dire, très sensible et urgent à lancer. Alors, par définition, la mer, c'est le domaine public. C'est le domaine public maritime. C'est un espace commun. Donc, il faudrait qu'en commun, que la communauté des gens de mer, mais la communauté des Algériens, notre communauté nationale, doit pouvoir gérer un espace commun en Algérie, mais commun à travers toute la Méditerranée. Parce que, vous savez, les déchets naviguent. Il y a des courants en Méditerranée. Et donc, on se doit de respecter cet espace commun. Comment? En ayant des gestes très... Vous savez, il y a des wilayas qui n'ont pas de façade maritime, mais qui, lorsqu'ils jettent par mégarde, ou lorsqu'ils entreposent une bouteille d'eau minérale ou une bouteille de boisson gazeuse, l'Oued Chérif fait 700 km. L'Oued Harrach fait 73 km. Oui. Donc on peut être à Blida, qui n'a pas de façade maritime, jeter une bouteille ou laisser une bouteille traîner sur le bas-côté d'une route. Elle va aller dans l'Oued Harrach, elle va naviguer jusqu'à l'embouchure de l'Oued Harrach, arriver au niveau de la baie d'Alger, multiplié par 10 000 bouteilles jour, et au gré des courants, vogue la galère, j'allais dire, et vous allez retrouver cette bouteille, ces déchets flottants, ces macro-déchets qui vont atterrir sur une plage de l'est ou de l'ouest d'Alger. Et donc c'est dire que chaque geste doit être réfléchi, mesuré. Ça d'un côté. De l'autre, on essaie d'initier des réflexions sur la gestion des déchets. On s'est fait accompagner par l'Agence nationale des déchets, l'AND. Il y a eu un atelier de valorisation du plastique. Les gens, les personnes, les pères de famille ramènent des enfants, des adolescents, des jeunes, parfois sans emploi, parce que c'est un bon créneau porteur.
Alors en déplastique, j'allais dire le plastique, le premier enlève l'étiquette, le deuxième le bouchon, le troisième l'anneau, le troisième met dans un bac et à la fin, il y a un récupérateur qui vient. Mais ceux qui travaillent, ceux qui ramènent le produit propre de chez eux, ont en contrepartie une jolie balade, une belle balade dans la baie d'Alger que l'on voudrait préserver. Donc ce sont des petits gestes pour dire la mer est belle, c'est à nous de faire en sorte de la préserver. Donc c'est ça le message, tout en pouvant créer des micro-entreprises dans la collecte, le tri, la valorisation des déchets. Donc on peut vivre de nos déchets tout en améliorant et en préservant l'environnement. Effectivement, et dans ce sens justement, notre collègue Mariam Damis a suivi les éboueurs de la mer. Je vous propose de voir donc cette initiative à travers ce reportage et on se retrouve juste après. Plusieurs dizaines de pneus usagés, des centaines de sacs plastiques ainsi que d'autres déchets solides ont été collectés au large de Temenfoust. Grâce à ces bénévoles venus appuyer cette énième édition des éboueurs de la mer, organisée par la radio Chaîne 3. Une opération de nettoyage des plages qui a pour objectif d'éduquer les esprits tout en préservant la biodiversité marine. C'est une opération qui a vu la participation de plusieurs centaines de bénévoles venus de toutes les wilayas du littoral et de 6 stations locales de la radio nationale. Nous avons tout au long de l'année des travailleurs qui se chargent du nettoyage des plages, notamment pendant la saison estivale. Pour cette campagne de nettoyage, nous avons besoin de plongeurs qualifiés, car cela peut s'avérer dangereux. Des plongeurs bénévoles qui répondent présents chaque année. Je demande à toutes les personnes qui viennent ici de ne pas jeter leurs déchets. Si vous mangez ici, mettez vos déchets dans un sac et emmenez-les avec vous. Ce sont 90 milliards de dinars qui ont été perdus dans la nature. En recyclant ces déchets, nous pouvons créer de la richesse et générer de l'emploi. Des ateliers pour les enfants ont également été organisés afin de sensibiliser les plus jeunes sur l'importance de la préservation de la biodiversité. Un événement qui a vu la participation aussi de plusieurs associations qui activent dans le secteur de l'environnement. Et voilà, c'était donc un reportage de Mariam Damis qui, elle, a suivi les éboueurs de la mer. Alors, Hamid Belkacem, il faut dire que le travail était quand même assez colossal, d'autant plus qu'on a associé les enfants à un bel ancrage, finalement, pour la sensibilisation à la question environnementale. Lorsqu'on parle de l'environnement, c'est toujours en l'ADOS, on l'associe au développement durable. Et lorsqu'on parle de développement durable, on parle de l'homme avec un grand H. Et le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en direction des enfants. Nous, on est un petit peu les adultes tordus, très difficilement redressable. Donc si on investit dans les jeunes générations, on va mettre le cap sur quelque chose de valable et c'est comme ça qu'on va mettre le cap sur le développement durable. Voilà, effectivement, d'autant plus que c'est les vacances et ça leur fait des activités en plus. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable, vraiment participer déjà au nettoyage, l'apprentissage et le divertissement. À la fin, terminer par une belle balade en mer. Donc c'est très bien, c'est une belle récompense pour les tout petits. Voilà. Effectivement. Et justement, durant cet événement, vous avez aussi donc abordé la question des récifs artificiels. Qu'en est-il de cette question? Alors, c'est une grosse problématique à l'échelle mondiale. Il y a une raréfaction de la ressource, la biodiversité est atteinte. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Récif, l'acronyme de récif, c'est l'acronyme de recherche, information et formation subaquatique. Cette association existe depuis 1993, elle a un comité scientifique et on réfléchit sur des projets qui ont créé dans la belle baie d'Alger. Et elle est devenue quasiment azoïque. Il y a très peu de poissons. Donc, on a pensé à un projet de récif artificiel qu'on a nommé ironiquement LPP, pour logement pour poissons. Donc il va falloir faire de l'habitat pour poissons, récupérant du béton, des structures à immerger, mais au préalable, il faut faire une étude. Par qui? Par des étudiants. Donc en nous formant les étudiants de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, ceux de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, bénévolement, on les forme et leur projet de fin d'études est fait en situ grâce à ce comité scientifique. L'un des projets, en fait il y en a 3, porte sur les récifs artificiels. Donc il y a l'état zéro à faire, plus des études de sédimentaux, de tourantologie, pour pouvoir choisir le lieu, le site où seront
immerger les récifs artificiels et surtout faire le suivi. Combien ce site va capter, quelles sont les espèces et tout. Et c'est le suivi qui va nous dire quel type de structure, à quelle profondeur et surtout dans quel lieu abriter. Les poissons vont venir, ils vont se marier, ils vont faire des petits, ils vont améliorer la biodiversité, l'environnement, et donc les prises pour les pêcheurs, et donc assurer la durabilité du métier de pêche, notamment la pêche artisanale. Voilà, comme quoi avec la récupération, on peut tout faire. On peut tout faire. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. Encore une fois, donc, pour tout ce que vous faites pour l'environnement dans lequel nous vivons. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut préserver l'environnement dans lequel nous vivons. C'est l'affaire de tous. Et on ne peut pas salir ou... Il faut préserver notre environnement parce que c'est notre milieu de vie, tout simplement. Tout simplement. Donc, il faut préserver là où on vit, tout simplement. D'autant plus que, alhamdoulilah, jusqu'à présent, au moins les scientifiques nous disent qu'on ne sont pas encore arrivés au point du non-retour. Parce qu'il y a quand même... Nous avons beaucoup agressé l'environnement. Nous avons beaucoup agressé l'environnement, mais on peut toujours redresser encore la barre. On peut redresser. C'est l'apport de l'homme, c'est les gestes anthropiques, c'est notre geste qui fait qu'on passe la barrière ou pas. Effectivement. Merci beaucoup encore une fois, Hamid Belkacem. On se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec une autre thématique, toujours dans la question environnementale. Merci à vous. Et donc, nous l'avons vu, les éboueurs de la mer s'intéressent encore une fois à la protection de l'environnement maritime, des plages, afin que les estivants donc, arrivent et trouvent les plages propres. Donc, on lance juste un appel aux citoyens donc, qui fréquentent les plages de garder les plages propres, surtout, sinon comme si on n'aurait rien fait. Le mois de juin, c'est aussi donc, un mois de sensibilisation, cette fois-ci à la question de santé et particulièrement au cancer de l'utérus. Nous en parlons dans un petit moment, mais avant cela, un reportage sur la prise en charge psychologique des cancéreux. C'est un reportage signé Farida Ben Muslim et on se retrouve juste après. Le cancer est synonyme de souffrance. Ses conséquences psychologiques sont lourdes. La maladie et ses effets indésirables, ajoutés à cela le stress et l'anxiété qui s'installent pour compliquer la vie du malade, qui seul ne pourra pas faire face. Solliciter l'aide d'un psychologue lui est nécessaire. Quand la femme elle atterrit, elle doit passer par plusieurs étapes. Quand elle passe au comité, elle tremble, elle attend le diagnostic, elle attend ce que va lui dire le médecin. Et cette peur, elle est ancrée psychologiquement. C'est pour cela qu'il y a une prise en charge. Donc l'annonce, le diagnostic, elle va passer à la thérapie, au traitement. C'est une lourdeur, c'est d'abord la chirurgie qui est vue comme un geste mutilant, la chimiothérapie qui est très redoutable par rapport à cette malade, la radiothérapie, etc. Et toute sa chronicité, et toute cette chronicité, c'est sur le dos de la malade, sur sa famille. L'estime de soi affectée, les relations sociales altérées, l'inquiétude et la peur permanente installées. Ce sont quelques exemples qu'endure psychologiquement un cancéreux. Dans ce sens, l'association ML a œuvré pour offrir un espace où les patients sont pris en charge sur le plan psychologique. Elle doit passer par des étapes telles que le choc de l'annonce. Elle va passer par un déni. Elle peut vous faire un déni. Elle dit non, non, ce ne sont pas mes résultats, ce sont les résultats des autres. On s'est trompé, non, je n'ai pas ça. Et dans sa tête, si ça va rester très longtemps, elle peut décompenser. Mais le psychologue, justement, il va la prendre par la main pour la faire, c'est-à-dire pour la faire marcher par rapport à ces étapes, parce qu'elle doit les parcourir. Ensuite, elle va craquer, elle va pleurer, elle va se sentir en fatalisme, jusqu'à l'acceptation d'abord de la maladie, ensuite du geste qu'on doit lui prodiguer. L'association ML, elle a toujours travaillé depuis très longtemps avec les cancéreux, et là, spécialement, c'est un volet par rapport à ces femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est pour rapporter un plus. Les femmes qui arrivent, qui sont recrutées là, ce sont des femmes qui ont été déjà traitées par une chirurgie, une chimiothérapie. Elles sont en sur le côté médical. Oui. Et le côté psychologique qui a été fait au niveau de l'hôpital, on va le renforcer. Parce que si les femmes elles viennent ici, ça veut dire qu'elles ont toujours un moins. Et donc c'est là qu'on doit travailler avec ces malades. C'est des malades qui ont besoin d'être écoutés, c'est l'oreille d'écoute ici. Un lieu de bien-être par rapport à leur image, par rapport à leur tonus, à la façon de pratiquer un sport. Face à cette maladie, le patient vivra un bouleversement quant à son équilibre, ses projets, sa vie.
Mais il ne s'agit pas que de lui. Son entourage souffre aussi. Il doit s'adapter à une situation nouvelle pour faire face à cet événement particulièrement éprouvant. C'est un fait négatif, c'est un feedback négatif. Toute la famille est lésée. Même le mari de la femme atteinte, il ne va pas prendre ça à la légère, il ne va pas prendre ça comme je suis comme. Non, il va réagir, il va penser à ses enfants, il va penser à lui-même. Il va être négatif au lieu de la prendre en charge, lui-même il va craquer. Dans le volet psychologique, il y a la thérapie de groupe, il y a la thérapie familiale. Il faut qu'on prenne des gens qui sont vraiment sensibles, on les prend aussi en parallèle. Dans la prise en charge, il faut prendre et le malade et sa famille en parallèle. Et elle sera efficace. Parce que quand la famille elle est moins angoissée, il y a un positivisme qui va atterrir dans l'esprit de la malade. On va déblayer ce terrain. On va dédramatiser la situation. Vous l'aurez compris, être malade n'est pas que organique. Un accompagnement psychologique est nécessaire à tout moment. Il permet d'exprimer ses difficultés, les identifier et les soulager. Car en parler de sa maladie permet de la vivre autrement. Et voilà, effectivement, ne dit-on pas que la guérison de la maladie dépend de 50% donc de l'état psychique du malade. Donc là, c'était un reportage sur la prise en charge psychologique des cancéreux. C'est un reportage signé Farida Ben Muslim. Alors, ce sont des femmes, finalement, que nous rencontrons pour la première fois lorsque nous ouvrons nos yeux sur la vie, lorsque nous prenons notre premier souffle. Et bien, effectivement, c'est elles qui nous reçoivent. Il s'agit des sages-femmes. Et bien, les sages-femmes ne sont pas là juste pour accompagner les femmes lors de leur accouchement, mais elles sont là aussi pour beaucoup de choses, pour beaucoup dans la préservation de la santé des femmes, pour l'accompagnement donc de ces femmes et surtout pour la sensibilisation dans plusieurs domaines. Ce matin, nous en parlons avec les représentantes de la société donc des sages-femmes, à savoir la présidente de la société, Madame Lila Belground. Bonjour Madame. Bonjour. Marhaba bik. Marhaba. Allah yislimek. Et parmi nous également Fatima Taouinin. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Et vous êtes aussi sage-femme. La présidente du bureau d'Alger. La présidente du bureau d'Alger, marhaba bikoum. Alors, Madame Belground, on va commencer d'abord par la société des sages-femmes. Oui. Donc, on parle beaucoup de médecins, hein, il faut dire, on parle beaucoup de docteurs, on parle beaucoup de médecins, mais très peu de sages-femmes, pourtant, elles sont très présentes. Elles sont très présentes et en plus, c'est elles qui ont, c'est le premier métier au monde. Effectivement, c'est le premier métier au monde. Voilà, effectivement. Et puis, elles sont les premières qu'on rencontre hein, lorsqu'on vient à la vie. Ce n'est ni le papa, ni la maman, pourtant la maman, elle est là et pourtant, c'est la sage-femme qu'on rencontre en premier. Alors, la société des sages-femmes donc, est née. D'où vient d'abord le besoin de créer cette société? Mais voilà, on voyait que les sages-femmes, elles étaient éparpillées. Il n'y avait pas un organisme qui les relie. Hein. Elles étaient éparpillées par rapport à surtout par rapport à leur formation, par rapport à beaucoup de besoins qu'elles avaient, hein, des besoins. Et puis elles demandent surtout des besoins de formation, des besoins d'une organisation, voilà. Donc c'est un peu les objectifs de la société. C'est les objectifs de la société. On voyait aussi que la santé de la femme, c'est aux sages-femmes de s'occuper de la société, de la santé de la femme. Donc on a pensé à organiser, moi personnellement c'était un sujet, une chose qui me tenait à cœur depuis des années, créer une association, la société, une association de sages-femmes. Et là, avec des collègues, on s'est dit, pourquoi pas, on a créé la Société des sages-femmes algériennes. C'est un besoin pour la santé des femmes, c'est un besoin pour les sages-femmes, pour la profession de la sage-femme. Donc, on a créé cette association en 2019. C'est une toute jeune association, voilà, avec beaucoup d'ambition. Avec beaucoup d'ambition. Alors, je vais vous dire justement, on a justement l'amélioration de la profession de la sage-femme. C'est parmi nos objectifs, c'est un des premiers objectifs, l'amélioration de la profession. La santé de la femme, la prise en charge de la santé de la femme, préventive et curative de la femme, et du nourrisson, bien sûr. Oui. Voilà, ça va de pair. Pour la sage-femme, ça va de pair. Vous êtes la première maman. Hein, la première maman, on est avec l'enfant, on le suit jusqu'à... Moi, je sais en tout cas que la sage-femme qui m'a reçue pour la première fois, qui a reçu
reçu ma mère, plutôt mon frère, on est resté en contact, hein, lorsqu'elle appelle ma mère, elle leur dit comment vont mes enfants. Exactement. Elle ne dit pas comment va dans le Houda ou comment va la fête, mais comment vont mes enfants. Donc finalement, vous êtes les premières mamans. Les premières mamans, et des fois, on est à la fois maman, et après, la maman, et après, on est encore grand-mère. Oui, effectivement. On accouche des fois 2 générations. Effectivement. 2 à 3 générations. Effectivement. J'imagine, c'est un sentiment quand même très particulier que vous vivez. C'est pas seulement une profession. Vous êtes membre de la famille. On est membre de la famille, c'est une philosophie, hein, d'accompagner une femme, une famille, d'avoir, de rajouter de la valeur sur la santé de la femme, du nouveau-né, d'aider. Eh ben c'est tout un complexe. Voilà, effectivement, c'est toute une chaîne. Il y a autre chose aussi, on veut reprendre aussi, recréer ce lien de confiance, entre les sages-femmes et les mamans. Il y a eu une période un petit peu où on a parlé un peu trop des sages-femmes. Bon, bien sûr, c'est à cause des moyens, par rapport aux moyens qu'elles ont, mais bon, c'est pas. Donc, reprendre ce lien dont vous parlez, ce lien familial presque, et de confiance entre la sage-femme et les mamans. Voilà. Alors justement, mesdames, les sages-femmes, donc comme on l'a dit si bien au début, donc elles accompagnent effectivement les mamans durant leur grossesse, donc durant l'accouchement, mais pas que, parce que vous allez au-delà, donc juste d'accompagner les mamans durant l'accouchement, vous allez au-delà, mais vraiment sensibiliser les femmes à prendre en considération et à prendre en charge leur santé. Et vous avez fait justement des activités par rapport à cette question durant ce mois bleu, donc on a dénommé le mois bleu, le mois vert, pardon, le mois bleu c'était c'est la prostate, par contre, c'est le cancer de la prostate. Voilà, effectivement. Donc là, je confonds. Donc c'est le mois vert, effectivement. On essaye de donner de belles couleurs à tous les cancers, essaye de redonner un peu d'espoir. Voilà, de toute façon, la couleur verte, effectivement, la couleur, c'est l'espoir, c'est la vie. Voilà. Le cancer du sein, c'est le rose. Oui. C'est quand même le sein, c'est la beauté de la femme, donc on lui donne quand même une belle couleur aussi. Voilà, donc toujours des couleurs gaies pour donner encore l'espoir à ces femmes. Et vous-même, d'ailleurs, vous y croyez, parce que le cancer, si jamais il est pris à temps, on peut carrément l'éradiquer. Et c'est justement vos actions, et c'est un petit peu l'objectif de l'événement que vous êtes en train d'organiser, notamment la sensibilisation, n'est-ce pas? Eh ben oui. Eh ben, c'est pas nous qui le dit, mais c'est les statistiques. C'est tout ce qui est officiel. Alors, un cancer du col de l'utérus, il est éradicable à 90%. On peut l'éviter si on arrive à dépister à temps. Ça reste, en fait, comment dirais-je? C'est quand même le deuxième. L'État, justement, l'État en Algérie, il est classé en deuxième après le sein des cancers féminins. C'est le plus. C'est vraiment, c'est affreux. Oui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si on parle chiffres et statistiques, le taux d'incidence du cancer du col est de 8,7. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Oui, on dépiste 3000 nouveaux cas par an. Et 4 femmes meurent chaque jour du cancer du col. Ben vraiment, c'est énorme, c'est affreux. Quand même assez grand. Ben c'était ça qui nous a donné l'idée de penser. D'abord, ça fait partie des objectifs de la. Des actions aussi de la société. Des actions et des objectifs de la société, et de créer des actions et des activités qui touchent à la santé de la femme, à l'amélioration beaucoup plus de la santé reproductive et la santé de la femme. Et bien c'est ça qui nous a donné l'idée. Voilà, et justement, ça vous a donné l'idée, mais vous êtes vraiment en train de travailler en ce moment sur terrain, et vous êtes en pleine campagne de sensibilisation. Donc qu'est-ce qui se fait justement pour sensibiliser les femmes à cette question? Eh bien heureusement, au début c'était une vision, une idée. On a travaillé beaucoup sur ça pour réaliser. On a frappé à toutes les portes. Heureusement, il y a eu une très bonne réponse. On allait réussir à ça. Oui, vraiment. C'était inimaginable, oui. Alhamdoulilah, il y avait la collaboration du ministère. On a eu une très belle réponse et un très beau soutien. Retour, oui. Oui, un très beau soutien, surtout de la part de la direction de la population.
Vraiment. Et puis aussi, alors ça nous a vraiment très encouragés. Alors justement, aussi grâce ben au oui, sponsor. très bien. Alors justement, qu'est-ce qui se fait durant cette campagne? Voilà. Qu'est-ce qui se fait pour sensibiliser On les est femmes durant en cette train de campagne? parler d'une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col. Très bien. Ça veut dire, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, on est au 3e jour. La campagne démarrait le 27 juin, le dimanche passé. Eh ben, on a commencé par le terrain directement. Eh ben, c'était le contact direct avec les femmes, la sensibilisation. Eh ben, on a commencé par parler avec les femmes, par donner, d'expliquer. À la radio, oui. On est passé à la radio de Berja. C'était avant, oui. Oui. Pour faire une publicité. Voilà, parce qu'il faut, on a fait la publicité pour informer les femmes. Oui. On a passé le message sur les réseaux sociaux, sur de bouche à l'oreille. Et ben, on a passé à. Et comment ça s'est passé? Ce sont des femmes qui sont venues vers vous ou vous êtes rencontrées? Comment ça s'est passé? Heureusement, il y avait une très belle réponse de la part des femmes. Très bien. Vraiment. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont aussi sensibilisées à cette question. Donc, parce qu'il faut dire, mesdames, qu'il y a quelques années de cela, c'était un petit peu tabou. Donc les femmes avaient du mal. Jusqu'à ce jour, ça reste un tabou. Ça reste un tabou. On ne parle plus cancer du col. Mais il faut que ça. Et puis on leur a réuni les conditions. Dans le centre, dans le centre d'accueil, on a réuni les conditions. Elles ne sont venues que pour ça, que pour le dépistage. Elles étaient reçues. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une chaîne d'attente. Il y avait pas. Donc, c'est-à-dire que le milieu était favorable aussi. Elles étaient entre elles, les femmes. Elles discutaient entre elles. Et en même temps, les sages-femmes faisaient la sensibilisation. Après le dépistage, il y avait une séance de sensibilisation. Donc, les femmes, elles se sont senties à l'aise entre sages-femmes, entre femmes. Elles étaient très à l'aise. Donc, avec ça, bon, le 2e jour, on a reçu encore un peu plus de femmes. Un peu plus de monde. Un peu plus de monde, oui. Donc, je vous dis, l'endroit aussi. Le bouche à oreille a bien marché. Voilà. Quand on est satisfait, on en parle. Voilà. Oui. Très bien. Sur tous les sites, hein, parce qu'on a lancé l'action sur 2 sites différents en même temps. C'était à la polyclinique de Baba Hassan et la polyclinique de Mira Bablouet. Et bien, alhamdoulilah, il y avait une très belle réponse, une très belle organisation de la part de notre équipe. Oui, on salue, qui travaille durement. Le bureau d'Alger, oui. C'est le bureau d'Alger qui a organisé ça, parce que nous avons différents bureaux de wilaya. Là, c'est le bureau d'Alger qui a pris cette initiative et que je félicite beaucoup, parce que je suis passée dans les différents centres, et j'ai vu l'organisation. Alors justement, dans ce sens, mesdames, là, vous êtes en train de vous êtes en pleine campagne de sensibilisation, donc ça va continuer jusqu'à demain. Jusqu'à demain, donc c'est 4 jours de campagne de sensibilisation, mais vous serez d'accord avec moi si on dit que la sensibilisation c'est tout au long de l'année. Donc vous avez un petit peu permis aux femmes de venir vers vous, de se faire dépister, mais c'est un travail qui doit se faire tout au long de l'année. Donc si vous avez des conseils à donner aujourd'hui aux femmes parce que finalement la campagne s'est faite au niveau d'Alger, donc pour les autres wilayas, pour ceux qui sont dans le monde, donc les femmes qui nous regardent, quel serait donc votre message, vos conseils que vous pourriez passer à nos téléspectatrices? Moi je dirais aux femmes, je leur dirais que le dépistage du cancer, c'est comme on va faire comment on se fait dépister pour la glycémie, comment on fait un bilan sanguin, c'est un dépistage, un examen médical comme tous les autres examens. Alors si la femme, elle fait son dépistage, elle fait son prélèvement, son frottis, s'il est négatif, elle le fait tous les 3 ans, elle n'aura jamais ce cancer. Je dis jamais, mais même si elle l'aura, il est pris à temps, parce que dans moins de 3 ans, elle a eu, vous savez, le cancer du sein, de l'utérus, 10 ans pour évoluer. Il met quand même beaucoup de temps pour évoluer vers un cancer. Donc, elle a le temps de guérir si elle le fait. Et s'il est pris précocement, c'est pareil, elle peut être soignée et guérie définitivement. Donc, moi, je leur dis, faites-vous dépister. Si votre frottis est négatif, il le sera toute votre vie. Effectivement. Voilà. Et ça, c'est quand même, c'est celui qu'on détecte le plus facilement. Voilà. Donc, c'est ce que je leur dis. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. À quel moment on doit se faire dépister? À partir de 25 ans, toute femme, à partir d'une vie sexuelle. C'est un an après le mariage.
Voilà, tout simplement. C'est à partir, comme on a un programme national, il faut qu'on cite, il y a un programme, tout un programme national, il y a toute une équipe, il y a tout un réseau pour la prise en charge du cancer du col. Voilà. Il n'y a pas lieu de dire non, tout simplement. Très bien. Il faut penser, effectivement. Oui. Donc, si le cancer du col de l'utérus, comme vous venez très bien de nous l'expliquer, est pris à temps, donc on peut l'éradiquer. Voilà, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous avez un événement qui va se dérouler le 3 juillet prochain pour faire la promotion de la profession de la sage-femme. Merci beaucoup. Je rappelle, madame Lila Belgroun, vous êtes la présidente de la Société des sages-femmes algériennes, et aussi Fatima Taouinine, vous êtes sage-femme et vous êtes la présidente du bureau d'Alger. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation et bravo pour ce que vous faites pour toutes ces femmes. Merci encore une fois. Et on continue. Cette fois-ci, c'est Kedjan Char que nous allons retrouver dans cette vidéo, elle qui va revenir sur la journée nationale du tourisme que nous avons célébrée le 25 de ce mois. Et on se retrouve juste après. Bonjour Nour. Alors je me trouve aujourd'hui au niveau de Béjaïa, la perle de l'Algérie, pour un petit peu reprendre et vous partager avec vous ce qui se passe ici à Béjaïa à l'occasion de la journée nationale du tourisme. Donc là, c'est une conférence dédiée à la promotion du tourisme, donc sous le thème les jeunes et la numérisation pour la promotion du tourisme. Donc c'est organisé par la Fondation des jeunes ambassadeurs algériens en collaboration avec l'Office national du tourisme et puis l'association nationale pour la promotion du tourisme. Donc qu'est-ce qui se passe ici, Nour? Tout simplement ces 3 jours ces 3 jours qui ont regroupé donc la société civile, donc les associations et aussi des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est-à-dire c'est les jeunes qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux qui à travers leur téléphone ou leur caméra reprennent un petit peu leur voyage et le partagent avec leur communauté, mais aussi des agences de voyage, en l'occurrence le privé, et aussi la représentation d'institutions officielles. Donc nous avons avec nous ici un représentant des affaires étrangères, un représentant du tourisme, un représentant aussi du ministère de la jeunesse et des sports. Ainsi, ce sont des ateliers où ils se partagent un petit peu les idées, mais surtout pour trouver des solutions aux problématiques qui un petit peu qui peuvent aider, enfin des problématiques liées au tourisme, mais surtout trouver des solutions, comment les résoudre. Et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi le 7e photographe au monde, classé au monde, et c'est un Algérien. Donc là j'ai avec moi Djebel. Djebel, إذا تقدر تعطي لنا برك نداءك وكلمة للشباب اللي راهم يشوفونا بالنسبة للسياحة لترويج السياحة المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف لي أني شاركت هذا اليوم الوطني للسياحة في المدينة اللي أول مرة زرتها هي مدينة بجاية. رسالتي هي أنه يعني شباب ما شاء الله كاين أي واحد عنده فكرة، سواء كانت من جانب السياحي، سواء كانت للترويج للسياحة، سواء كانت من جانب الفوتوغرافي ولا الفن ولا أي شيء، يعني ما يحاولش أنه يحاول يشارك، يحاول يقدمها، يحاول يروح للسلطات المحلية، السلطات المدنية، ويعرف بنفسه، يعرف بنفسه. يعني ما شاء الله أنا اليوم كي جيت هنا لقيت شباب يعني عندهم مؤسسات وعندهم جمعيات وعندهم يعني شيء محفز، والله صراحة شيء محفز. أنا الحمد لله فخور أني مثلت الجنوب، وفخور أني من ولاية تمنراست. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله نوصلوا للنتيجة للحل لترويج للسياحة والسياحة الداخلية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يعطيكم الصحة. Alors il est muni aussi de son appareil à photo. Et alors là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le président de la Fondation des ambassadeurs à des jeunes ambassadeurs algériens pour un petit peu nous donner un bref descriptif des plus importantes, en tout cas, recommandations qui ont eu lieu aujourd'hui, qui sont sorties de ces ateliers-là. Salah Haddin, ça va? Pas trop fatigué? Un peu, mais j'espère qu'on va tenir le coup. Inch'Allah. Alors, concernant les 3 recommandations les plus pertinentes qu'on a discuté, abordé et présenté lors de cette deuxième journée. Alors dans le cadre juridique, c'est de revoir et mettre à jour les lois liées à l'utilisation des technologies modernes et plus précisément le drone, parce que cet outil joue un rôle très important dans la promotion
des lieux touristiques. Aussi, on vient de proposer de créer une chaîne TV qui fait la promotion touristique en Algérie comme une destination et elle doit être en haute résolution, ça veut dire en HD, et le financement ou bien le sponsoring serait effectué par les acteurs dans le secteur touristique comme les compagnies aériennes, les hôtels et même les agences de voyage. Aussi dans le volet sécuritaire, parce qu'on a discuté hier sur la prise de photos où on a découvert qu'il y a un challenge pour les photographes. On a dit pourquoi pas faut créer une application mobile par les autorités locales pour pour faciliter la tâche pour les citoyens et même les professionnels. Genre on va connaître les zones rouges et les zones vertes. Les zones vertes où l'utilisation, la prise de photo, elle est autorisée par la loi et la zone rouge, elle est interdite. Voilà jusqu'à maintenant. Bien, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir Voilà, c'était donc l'intervention de Kenzan Char par rapport à la journée nationale du tourisme. Et Djaoudet Gessouma vient de nous rejoindre. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. L'été de la FIBDA, ça s'est bien passé? Oui, oui, ah, ça je va. passe du coq à l'âne un petit peu. Oui, hein. non. Mais on reste dans le domaine de l'édition et du livre. Dans l'édition justement du livre et il y a beaucoup de jeunes, parce que il y a une sentence que je déteste, c'est quand on dit il n'y a pas de lecteur, il y a pas de... la preuve c'est que voilà, on a offert un petit espace pour l'espace de 3 jours et il y a eu beaucoup de lecteurs et les gens ils viennent avec des choses précises. Oui. Ils vous disent j'ai vu ça, voilà et la suite. Donc voilà, donc ça se porte plutôt pas mal. Avec des objectifs bien particuliers. Avec des objectifs, ils viennent et vous disent voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc c'est des lecteurs assidus et tant mieux. Donc finalement, encore une fois, ça casse, on va dire, le postulat que les Algériens ne lisent pas. Ah non, non, donc si on vient cibler... Oui, oui, bien sûr. Si vous proposez des choses, comme la semaine dernière, je l'avais dit d'ailleurs, concernant le cinéma, les galeries, tout ça, proposez des choses au public et vous verrez qu'il va s'en emparer. Pour paraphraser l'Arbi qui a dit mettez la révolution dans la rue et vous verrez que le peuple s'en empare. De toute façon, la lecture, c'est aussi une révolution. Donc voilà, bien sûr, ça, dans la société, toutes ces choses, proposer de la lecture aux gens, proposez le livre, mettez-le à la disposition des gens, mettez les choses, je veux dire, à la disposition des gens et la boucle sera bouclée de bien belle manière. Effectivement, et on va rester toujours dans le domaine du livre et cette fois-ci nous allons parler de l'Algérie, de la chronologie de l'Algérie. Oui, c'est-à-dire qu'on a par contre, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aussi ce problème de croire que l'Algérie est un pays nul pour beaucoup et je m'installe vraiment en faux contre cette idée atroce et que l'Algérie, comme disait notre ami Abdelrahman Khalifa qui est préhistorien, archéologue, spécialiste en histoire, il est d'ailleurs spécialiste en histoire et archéologie. Abdelrahman Khalifa, c'est un personnage que je voulais évoquer aujourd'hui à travers son... Bon, il a fait un dernier livre qui s'appelle Qal'at ibn Ahmed. Donc, il a effectué Abdelrahman Khalifa est un docteur donc en histoire et archéologie. Il a fait un livre qui s'appelle Qal'at ibn Ahmed. Donc, il a fait Alger, le Mahrousa, il a fait Béjaïa, il a fait donc Alger, histoire et patrimoine, Béjaïa, capitale de lumière, le roi Hunayn. Il a fait une découverte fondamentale dans l'histoire de l'Algérie, où il a découvert un petit port qui était encastré dans une pas très loin de Tlemcen, Razawet, des choses comme ça, Benissaf. Il fait des recherches, il va trouver ce petit port de Hunayn. Finalement, c'était vraiment un des ports les plus importants de la Méditerranée du temps du royaume de Tlemcen. Donc ça, c'est une découverte, par exemple, fondamentale que ce docteur Khalifa a fait. C'était mon directeur de mémoire en magistère et j'étais plutôt fier. Et ben voilà, c'est un hommage que vous rendez aujourd'hui aussi. Bien sûr, c'est un hommage à un professeur. Voilà. D'abord, et c'est un hommage aussi à cette Algérie multiséculaire, multimillénaire. L'Algérie date de millions d'années
Et ça a été prouvé, on a prouvé que le premier homme algérien, c'est un gars de Sétif. Oui. Donc, pas très loin. On espère trouver la fameuse mandibule ou le tibia ou l'humérus qui vont vraiment terminer de définir ce personnage. Et donc là, donc, il vient de sortir la Qal'a de Bni Hammad. Bon, on va aller sur l'histoire des lieux à travers Achir, Mila, l'antique Milef, Sokahras, l'antique Taras, Jamila, Kuikul, Msila, Khenchlan, Gaous, Magra, ou encore Tobnat, Bessa. Tout ça à travers ce livre. Mais celui qui m'a aujourd'hui marqué, dont je voulais quand même citer quelque chose, c'est Chronologie de l'histoire d'Algérie, des origines à nos jours. Donc c'est vraiment un petit livre d'à peu près 150 pages maximum, paru aux éditions Gaïa, je pense vers 2019. Et Abdelrahman Khalifa là, nous résume un peu, ou nous met des pistes sur l'Algérie qui n'est pas née, comme il dit lui-même, d'ex nihilo. L'Algérie ne vient pas de nulle part, c'est un pays immense. Et là, on a toute la chronologie, toutes les civilisations qui sont passées. Et c'est-à-dire, quand on parle de l'Algérie comme ça, oralement, c'est quelque chose. Et quand vous avez ces pistes écrites avec des photos, des dates et tout, vous allez voir qu'il y a des centaines de milliers de choses qui se sont passées depuis à peu près... Bon, 3000 ans juste pour être gentil. Donc ce livre est super intéressant à lire. C'est 3000 ans, 150 pages, c'est un travail quand même de synthèse. Hein, mais dans cette chronologie, vous avez aussi les 2,4 millions d'années dernières qui stipulent et qui précisent et qui indiquent d'une manière scientifique que l'Algérien, dans son origine, date de 2,4 millions d'années minimum, puisque c'est juste des traces de boucherie et il est probable que l'être humain... Et donc ça, il y a une redéfinition de l'histoire orthodoxe qui dit qu'il y a eu un mouvement du sud vers le nord et tout ça, et rien n'est encore prouvé, puisque nous avons trouvé un personnage ou les traces du moins d'un personnage qui date depuis 2,4 millions d'années. Donc après, là, vous avez jusqu'au 21e siècle, c'est comme si c'était un récit, parce qu'il présente tellement bien les choses, que c'est comme si c'était un récit qui se déroule comme ça, d'une manière souple et fluide, avec des dates juste comme ça posées et une définition sur une phrase. Donc c'est un livre très agréable pour les lectures d'été. Et puis, ça vous rend votre fierté d'être algérien et d'appartenir à ce grand pays. Et puis, Djawdat, effectivement, c'est un livre très léger à lire en été, mais c'est aussi un livre très intéressant pour les étudiants, pour les chercheurs. Oui, il y a une excellente bibliographie. Voilà, c'est une bibliographie. C'est un travail scientifique, ce n'est pas... Alors, non seulement la bibliographie, mais aussi la chronologie, elle est tellement précise que finalement, on a besoin juste d'aller chercher la date dont nous avons besoin, et après, on prend toutes nos recherches. Bien sûr, c'est un départ pour d'autres recherches, puisque la bibliographie est très complète. De toute façon, Abdelrahman Khalifa, en tant que préhistorien, archéologue et historien surtout, beaucoup de gens, moi je sais que beaucoup de gens l'ont un peu bâché, comme on dit aujourd'hui. Ils l'ont un peu dit, il produit beaucoup et tout. Et il faut le voir, j'ai fait plusieurs émissions avec lui sur la radio algérienne. Et c'est une véritable mine d'or d'informations. C'est-à-dire quand il est ce n'est pas quand il est dans une émission, il a une mine d'informations et c'est vraiment un plaisir terrible de lui parler, de partager avec lui. Et on reste toujours à notre fin, sur notre fin, parce oui, mais de toute façon, lui-même c'est un corpus. C'est-à-dire qu'il va vous parler de paléolithique inférieur, supérieur, il va vous parler de mésolithique, il va parler de néolithique, il va parler de précambrien, il peut vous parler aussi de l'histoire d'Ibn Hammad avec d'excellentes informations, des massiles, des massaïciles, des guerres puniques, des numides, de Massinissa, Juba 1, Juba 2, on les aura tous vus. Ah oui, c'est une bibliothèque, c'est un personnage vraiment flamboyant et vraiment l'hommage est mérité. Et il faut absolument consulter ces ouvrages parce qu'ils sont présentés d'une manière
Il est très scientifique, très théorique, mais en même temps très fluide, très pédagogue, très didactique. Et c'est vraiment un personnage important de notre culture algérienne, de notre histoire. Il faut dire aussi, Djaoudet, que les annexes sont aussi très pointueuses sur le plan donc, du détail. Oui, il a fait des tableaux donc, qui récapitulent toutes ces époques les plus importantes, ces périodes aussi, ces ères historiques et les séquences aussi historiques, parce qu'on est même sur le politique entre Massinissa, Farhat Abbas, Missali El-Hajj, Boumediane, Boudiaf et Chadli, tout ça, jusqu'en 2000, quasiment, ça va dans les années 2000. Et donc, on a vraiment un passage comme ça sur l'Algérie qui est excellent. Voilà, donc le voyage continue. Puis là, on va se diriger vers Chlef, en ancienne Sanam, où il y aura, à partir d'hier jusqu'au 30 juin prochain, donc une flopée d'écrivains pour le salon du livre de Chlef, appuyé beaucoup par les presses du Chélif, au Centre culturel islamique, qui va réunir qui réunit déjà des auteurs, il y aura des ventes dédicaces, il y a des auteurs. C'est assez particulier, parce qu'il est un peu différent. La participation, on voit qu'il y a, par exemple, Achour Chourfi, Fatah Hagra, Najib Stambouli, Mohamed Koursi, Abdelkader Green, Khaled Louahad, Marwa Abada, Rajil Majid, et il y en a plein, une flopée d'écrivains, d'auteurs, d'éditeurs qui participent à ce salon. C'est le premier salon, donc qui se passe du 28 au 30 juin, et c'est très bien que le livre, comme je le disais, vous allez voir qu'il y a énormément de public qui est allé, qui continue à y aller. Et donc, c'est la revanche du livre, voilà, c'est la revanche de la culture sur l'ignorance, toutes ces choses-là. C'est très important. Et le public est très présent. Ensuite, on a le salon du livre de Amazir de Wassif, qui va se passer du 2 au 5 juillet prochain. Donc, sous l'égide de l'association Al-Hajj Mukhtar. Donc, c'est au CFPA de Wassif. Et alors là, public autorisé, ouvert, tout le monde. Et voilà, c'est l'occasion d'une belle... Voilà, et ça se tiendra donc du 1er au 5 du 2 au 5 juillet. Au CFPA de Wassif. C'est Kabylie, Tizi Ouzou, à droite, 40 km, vous ne pouvez pas rater. Ben voilà, on a même l'itinéraire. Même Chlef, voilà, c'est tout droit, il n'y a pas de souci. Autoroute Est-Ouest. On a même l'itinéraire, donc pas d'excuses ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Djaoudet. Merci encore une fois. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Et on continue. En attendant de retrouver Nassiba Djaïdir avec son invité, lui qui expose en ce moment au niveau de Dar el-15, une balade à Alger, dans la ville d'Alger. On se retrouve juste après. Elle est magnifique, la ville. Et voilà, de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, Nassiba Djaïdir vient de nous rejoindre. Bonjour Nassiba. Bonjour Nour. Comment ça va? Ravie de me retrouver. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui sur le plateau de Bonjour. Ça fait un petit moment quand même. Oui, ça fait un petit moment. Et ben voilà. Rêve du bel y mettre la poche, Nassiba. Oui, finalement. Bon, il faut dire qu'on se rencontre quand même au niveau de la rédaction. Dans les briefings. Bonjour, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Abdelhalim Selami. Merci à vous. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Vous êtes artiste plasticien, vous exposez actuellement à Dar el-15. Dar el-15, voilà, de 26 juin jusqu'au 17 juillet. L'exposition est intitulée Chuchotement des oasis.
C'est-à-dire qu'on se rapproche, enfin, quand on regarde mes tableaux, on a l'impression qu'il y a un petit appel, quelque chose, un murmure qui nous conduit à se rapprocher de la peinture pour voir tous ces détails, ces gravures. C'est comme une miniature, en quelque sorte, des motifs géométriques empruntés à la sculpture du stuc de la région de Ouadélir, c'est tous les mosquées et les zawiyas. Et aussi, il y a des motifs de la broderie de Tougourde. Il y a une broderie spéciale, donc avec des motifs qui sont propres à cette région. Je l'exploite pour c'est comme, par exemple, avant, quand on dit un vieux qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, oui. On le dit parfois comme ça, sans trop insister, alors que c'est toute une histoire, même la femme, même les vieilles, c'est-à-dire elles sont gardiennes des traditions et sont en train de perpétuer un savoir-faire. Donc, moi personnellement, j'essaye de contribuer à créer avec le lien entre l'ancien et le présent. Absolument. Et vous dites si bien, quand je peins, donc je perpétue un petit peu aussi la mémoire, il y a ce devoir de mémoire. Alors, ouais. La peinture, c'est votre passion. Oui. Et vous y consacrez une bonne partie de votre temps. Ouais. Alors, vous valsez entre la peinture, votre loisir préféré, et en fait, votre profession aussi. Ce n'est plus un loisir, c'est un devoir. C'est un devoir de faire la peinture. Vous êtes enseignant en arts plastiques aussi. Oui, dans un institut de formation des cadres de la jeunesse. Et vous avez fait vos classes à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Oui. Voilà. Alors, parcours classique aussi, donc des prédispositions, je dirais, au dessin, à la peinture dès votre plus tendre enfance. Oui. Vous êtes passé par l'école coranique. Donc l'awha, le qalam. Oui. Et vous illustriez vos versets coraniques, vos planches. Oui, c'est vrai que j'étais toujours pressé pour finir avec la versée, pour décorer la planche avec le qalam. Et j'aimerais bien, c'est-à-dire j'employais même d'autres couleurs. Il n'y a pas que l'encre spéciale SMAC. Donc, j'emploie d'autres couleurs et j'ai découvert cette passion de la couleur et de dessin. Puis, ma formation, comme par la suite, j'ai rencontré un enseignant syrien qui m'a vraiment donné l'envie de devenir artiste peintre. Ça, c'était au lycée. Hein? Oui. Donc, il y a eu le primaire aussi, les dessins, l'illustration des surtout des feuilletons. Et puis, au collège, donc c'était les cartes géographiques. Vos camarades de classe, j'imagine, vous sollicitaient énormément. Même les enseignants. Même les enseignants me demandaient de faire les cartes et aussi le dialogue des personnages. Ensuite, il y a eu le plus petit déclic, là. Il y a eu un déclic, je dirais un grand déclic. Hein, parce que mais on ne pensait pas à faire de la peinture un métier. C'est-à-dire que c'était pas évident pour mes parents, pour ma famille. Donc il a fallu faire l'université, c'est une chose que, normalement, c'est-à-dire l'université, la technologie, tout ça. C'était un petit peu, j'étais de sciences, quoi, c'est-à-dire le maths et la physique et tout ça, qui n'a rien à voir avec la littérature. Donc quand je suis rentré à l'école des beaux-arts, il y avait toujours cet appel de besoin de faire la peinture. Je rêvais, j'avais l'envie, c'est-à-dire rien ne me plaisait. Donc il n'y avait que cette école des beaux-arts. C'était en quelle année, Abdelhalim Slami, c'était en quelle année? En 89. 89 En 89. Et vous en êtes sorti en 93. Mais vous êtes revenu quelques années plus tard pour un master. Pour moi, c'était comme une naissance de rentrer à l'école des beaux-arts. J'ai découvert la psychologie de l'art, la sociologie de l'art, et la littérature et tout ça. Et l'école des beaux-arts, c'est pas seulement d'apprendre la technique de dessin, c'est-à-dire même sur la recherche sur soi.
la formation de l'artiste, la formation, je veux dire, spirituelle, donc ça passait par la littérature africaine, la littérature maghrébine. Voilà. Alors on va voir en image. On va voir en image ce que vous faites. On va découvrir votre exposition qui se déroule actuellement à la galerie Dar 15 Kanim et dirige Madame Zahia Galemi. Et justement, Nassiba Djadir, elle nous donne toujours envie, mais elle accompagne toujours cette envie avec les images afin donc de mieux découvrir et de découvrir de plus près toutes ces expositions. Et donc ça va être un reportage de Nassiba Djadir sur l'exposition de notre invité, Selami Abdelhalim, au niveau de Dar 15, et on se retrouve juste après. Chuchotement des oasis, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Abdelhalim Selami. De Tougourt à Alger, pour nous présenter une partie de sa collection. À Dar el-Kanz, une galerie où il expose depuis bien des années des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres qui nous enveloppent et nous transportent dans un monde bien à lui. Près d'une 50aine de toiles exposées dans une galerie qui relance à nouveau ses activités. Je vous avoue que quand j'ai pris la décision d'organiser cette exposition pour Abdelhalim Selami, j'étais un petit peu comme tout le monde, un petit peu déprimée, et bien ça m'a fait un bien énorme. Donc ça m'a donné beaucoup de courage. J'ai mis tout mon cœur sans savoir si le public allait venir ou pas. Et je n'ai pas été déçue parce que quand même j'ai eu du monde, mais sans que ce soit la foule. Et les gens venaient au fur et à mesure. Les extérieurs sont très agréables. Nous sommes quand même en face de la forêt de Bouchaoui. Donc ce qui fait que ça s'est bien passé. Je suis vraiment très contente. Son espace plastique, Selami l'aménage avec force et émotion. Il travaille savamment sa matière et utilise des techniques mixtes. Des outils et des matériaux judicieusement choisis pour traduire ses émotions d'artiste. Dans sa dynamique artistique, une vision et une réflexion. La peinture, c'est sa passion. Il y consacre une partie de son temps. Cet ancien étudiant de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger s'est forgé au fil des années son propre style. La galerie n'existait pas encore quand j'ai vu pour la première fois son travail à l'occasion d'une exposition au Musée des Beaux-Arts. C'était en 96 ou 95. Et c'était les 7 premiers classés par la sortie d'élèves de l'École des Beaux-Arts d'Alger. Et il faisait partie des 7 meilleurs. Tous les autres peintres étaient là, ce sont tous notamment des peintres qui sont très connus. Il y avait que lui qui n'était pas. Et un an après, j'ai ouvert ma galerie et je me suis mis à sa recherche. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et depuis 25 ans, il est peintre permanent de la galerie. À son actif, de nombreuses expositions, tant en Algérie qu'à l'étranger. Cet artiste a participé à de nombreux salons consacrés aux arts plastiques. Sa peinture, riche en couleurs, lui a valu des prix tout au long de sa carrière. Une peinture bien ancrée dans le terreau culturel algérien. Bien des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent dans ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui mettent en avant ses recherches plastiques. Là, il a enrichi. Il a enrichi d'abord par la technique, mais aussi par les couleurs. Là, lui, il a évidemment une dominance des tons du sud, de la région de Tougourt. Donc, c'est les beiges, du beige clair jusqu'au marron. Maintenant, on retrouve dans presque tous ces tableaux, même quelquefois, la dominance, c'est les beiges marron, marron clair, marron foncé, mais il y a des touches de bleu qui accrochent la lumière, qui accrochent le regard. Très attaché à ses racines, Tougourt, sa ville natale, reste très présente dans sa production artistique. Pour cet enfant du Sud, la peinture demeure un moyen d'expression
d'évasion et de partage. Pour lui, c'est également un devoir de mémoire pour les générations futures. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc l'exposition de notre invité Slami Abdelhalim au niveau de Dar el-Khan. C'est superbe. Oui, une très belle super beau voyage. Absolument, surtout. Une très très belle exposition, riche en couleurs. Ça coïncide avec le et une exposition au travers de laquelle vous libérez toutes vos forces créatrices. Au niveau de vos peintures, vous extériorisez vos états d'âme. C'est un petit peu tout votre univers intérieur qui rejaillit, qui ressort. D'ailleurs, on va revoir quelques images. On va demander à Radia de nous envoyer quelques images et qu'on pourra commenter, si vous voulez bien. Bien sûr. Abdelhalim Selami. Alors, travail de la matière, vous travaillez énormément la matière. Oui, le tableau, il commence déjà, c'est-à-dire la préparation, la composition et avec la matière. C'est-à-dire j'emploie beaucoup de matière. Voilà, on est en train de voir une de vos œuvres. Donc, il y a déjà la préparation de la toile. À plat, oui, pour donner un certain relief. C'est-à-dire j'aime bien faire des reliefs et les travailler avec comme un graveur. Et vous utilisez différents matériaux. Donc voilà. il y a de l'enduit, il y a de la colle blanche, il y a du vernis. Il y a du sable aussi. Il y a parfois du sable. Hein? Pour donner quelque chose de granulé, c'est-à-dire la touche elle est toujours différente par rapport à toutes les textures, toutes les supports. Il y a le sud aussi. Oui, le sud est au cœur de votre travail, Abdelhalim Selami, et notamment votre ville natale Tougourt. Oui. Donc à travers ces ambiances, ces traditions, mais selon votre regard, selon votre vision, c'est entre le figuratif, l'abstrait, vous donnez l'abstraction et vous donnez une touche. Vous avez, bien sûr, c'est un travail de maturité. Vous avez fini au fil des années de forger votre propre style et donner une touche personnelle. On est en train de revoir là, c'est les femmes de Tougourt. Oui, les femmes de Tougourt. Dans leur intérieur, dans leur intérieur. Avant, c'est-à-dire il y avait la femme vivait plus sa féminité, vivait plus de manière un peu plus naturelle, plus spontanée. Donc c'est des souvenirs en mémoire. Oui, justement, je suis toujours en train de voler un petit peu à l'oubli quelques images, quelques scènes, des scènes, des trucs comme par exemple il y a une peinture que j'ai intitulée Biyatet, c'est celle qui annonce le mariage. Donc c'est la maman ou bien la grande sœur qui va d'une maison à l'autre pour donner rendez-vous. Et là, ils sont tout en parfum. Chaque maison, elle est parfume avec un parfum différent. Donc, et quand elle passe dans les ruelles, et elle laisse, même celui qui ne les a pas aperçus, il sait qu'elles sont passées par là. Elles sont passées par là. Donc c'est un petit peu un devoir de mémoire aussi. Le titre, il est les parfums des ruelles, c'est-à-dire les parfums des ruelles. On va essayer de voir. Il y a une autre toile aussi. Il y a aussi, par exemple, Nakhlat al-Wudu. Nakhlat al-Wudu. Et l'œuvre qu'on est en train de voir là, juste, vous l'avez? Non, celle-là aussi, c'est un patchwork de formes architecturales, c'est-à-dire des fenêtres, des portes. Toujours en restant à Tougourt. Oui, toujours les oasis et l'ancien quartier, c'est-à-dire construit avec la terre, les ocres et les bruns. Et aussi c'est-à-dire la texture des murs qui est différente d'une maison à l'autre. Et parfois, moi, j'ai cette liberté de faire des gravures, des formes, des motifs, donc pour donner encore plus d'imagination. Et là, quand on est à Tougourt, la dynastie des Bni Jellab, c'est toute une dynastie qui a gouverné Tougourt, et il y a même le tombeau du roi. C'est-à-dire, dans mon enfance, j'ai hâte de voir les palais et le Qsar. Qsar, c'est les villages fortifiés ou là, mais donc pour moi, Qsar, c'est des paliers. Et les tombeaux, ils ne peuvent pas être des tombeaux
simple, comme ça, à terre et tout ça. Donc quand il y a, on ne peut pas dire une déception, mais il n'y a rien de cela. Donc j'ai essayé de les imaginer, de les inventer à ma votre manière, vous laissez en fait parler votre imaginaire aussi. C'est ça, c'est voilà, ça. Vous laissez parler un petit peu dans votre imaginaire. Oui, la peinture, elle sert aussi à... Voilà, on parlerait des heures et des heures de son travail. En tout cas, une très très belle exposition, bravo. Ouais. Et puis j'imagine il y a des projets en perspective. Vous reviendrez, Inch'Allah, pour en parler. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps, Abdelhalim Selami. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'exposition, je rappelle qu'elle va durer jusqu'au 17 juillet. Jusqu'au 17 juillet, même plus tard, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des prolongations après. Peut-être, voilà, on jouera peut-être les prolongations avec cette exposition. Voilà, merci beaucoup Nessiba d'avoir été parmi nous ce matin. Selami Abdelhalim, merci beaucoup, bravo et félicitations pour le travail que vous faites. Un véritable travail, donc on va dire gardien de patrimoine. Oui, absolument. Elle met en relief le patrimoine, en valeur, je dirais, le riche patrimoine culturel de l'Algérie. Très bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bonne continuation. On rappelle que l'exposition va durer au niveau de Dar 15 jusqu'au 17 juillet et probablement des prolongations par la suite. On le saura par la suite. Merci beaucoup encore une fois. On continue notre programme et cette fois-ci, donc, ce sera pause musicale en compagnie de Méziane Ami, chez lui, qui nous interprète Mona Mona et on se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Et de retour sur le plateau pour la dernière station de cette matinée, nous vous proposons un voyage extraterrestre. Et pourtant, de temps en temps, nous avons la visite de quelques corps étrangers, on va dire, de la Terre, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'astéroïde, puisque le 30 juin, c'est une journée qui est marquée par la journée de l'astéroïde. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Djounaïb Abahsen, bonjour. Bonjour. Et vous êtes ingénieur? Non, je suis astrophysicien, je travaille à l'Observatoire d'Alger. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de cette date qui est le 30 juin que nous fêtons chaque année. Et pourquoi cette date? Parce que le 30 juin 1908, il y a eu un corps céleste qui est tombé sur Terre. Donc il avait à peu près une taille d'une quarantaine de mètres. Et donc il a fait tomber
des arbres à plus de 2000 km². Et donc, c'est la plus grande catastrophe contemporaine que l'être humain connaît. Et donc, alors, ils ont choisi c'est la cette plus grande date. catastrophe contemporaine, parce qu'on sait que l'astéroïde a déjà fait des dégâts auparavant. Oui, il y a 65 millions d'années, les dinosaures. Millions d'années. Il y a 65 millions d'années, donc il y a un corps de 10 km qui a frappé la Terre, et donc il a heurté la Terre, et donc du coup, il y a eu la disparition des dinosaures. Honnêtement, M. Djounay, c'est un bouc émissaire ou c'est une réelle théorie? On est encore en train de chercher la véritable raison, la véritable théorie de la disparition des dinosaures. Ben, c'est scientifique. Il y a eu un article scientifique de référence en 1980 par Louis Alvarez, et donc qui a été publié dans la revue scientifique Science. Et donc c'est quelque chose de scientifique, de concret, ce n'est pas... Donc je voudrais parler pourquoi ils ont choisi cette date. Je vous ai expliqué à cause de l'objet. Mais il faut savoir qu'en 2013, le 16 février 2013, il y a eu un autre corps de 16 mètres de diamètre et qui est tombé pas très près d'une ville qui s'appelle Tcheliabinsk en Russie aussi. Et donc, au fait, l'objet en question que je venais de parler, c'était en Sibérie. Donc, c'était en Sibérie. Et donc, je reviens à ce que je disais. En 2013, donc, il y a eu un objet de 16 mètres. Le souffle de cet objet a fait casser les vitres de la ville et plus de 1500 blessés. Il y a eu plus de 1500 blessés. Et donc, ça fait des dégâts. Oui, beaucoup de dégâts. Et donc, alors justement, dans ce sens, M. Djounay, l'astéroïde. Alors, ce qu'on connaît de l'astéroïde ou comment... Qu'est-ce qu'un astéroïde? Qu'est-ce qu'un astéroïde? Un astéroïde, tout simplement, c'est un objet, c'est un petit corps céleste qui a à peu près quelques kilomètres de diamètre et qui tourne autour... voilà, tout à fait. Et qui tourne autour du Soleil. Et donc, parfois, il y a des astéroïdes qui croisent l'orbite terrestre. Donc, on les appelle les géocroiseurs. Donc, ces géocroiseurs peuvent heurter la Terre et donc, on doit les étudier, etc. Il y a 4 types de géocroiseurs. Et parmi ces 4 types, on les appelle en anglais PHA, ce qui veut dire Potentially Hazardous Astéroïdes. Donc, c'est des astéroïdes potentiellement dangereux. On les étudie. Et donc, au niveau de notre centre, je dirige une équipe qui travaille dans ce sens. Et donc, on étudie ces géocroiseurs par une méthode qu'on appelle la méthode des occultations stellaires par des astéroïdes. Donc, c'est quoi? C'est quand un objet cache une étoile, donc il va la cacher momentanément et donc on mesure la distance et on peut le caractériser, on peut avoir des données sur cet objet qui peut heurter la Terre. Donc ça rentre dans les risques majeurs. Et en 2015, les astrophysiens du monde entier se sont rencontrés pour faire de cette date une date pour sensibiliser le grand public. Et en 2016, elle a été acceptée donc elle est sous l'égide de l'ONU. Voilà, ce que je voulais dire, c'est elle est acceptée par l'ONU a décrété cette date officielle, donc tous les 30 juin, en fait, l'année internationale des astéroïdes. Alors, on parle de célébration d'astéroïdes, on célèbre les astéroïdes tous les 30 juin, mais qu'est-ce qui se fait réellement comme activité pour la sensibilisation, pour l'information? Bon, on essaie déjà, les astrophysiciens essaient de cartographier la totalité de ces objets, parce qu'il y a... Oui, tout à fait. Il y a des programmes internationaux comme PanSTARRS, Catalina et j'en passe. Et il faut savoir qu'il y a plus de 26 123 géocroiseurs. 26 123 dans 889 qui dépassent le diamètre de 1 km. C'est-à-dire que si un objet tombe, c'est cataclysmique. Ça veut dire que la Terre est en danger au quotidien. Par exemple, en 2029, il y a un astéroïde qui mesure 400 mètres et qui va frôler la Terre à plus de 30 000 km. Et donc, il a 400 mètres. Et donc, il s'appelle Apophis. Donc, ça sera en 2029. Il sera observable à l'œil nu. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple, pour éviter que la Terre soit percutée par des astéroïdes? La NASA va envoyer une sonde spatiale qui s'appelle DART au mois de novembre 2029. Et donc, cette sonde va étudier un géocroiseur qui a un satellite. Et donc, ils vont envoyer un impacteur pour essayer de faire dérouter un tout petit peu. Est-ce que c'est possible qu'on puisse dérouter avant qu'il y ait
ma foi, je dirais, l'objet percussion, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, grosso modo. Mais on étudie, il y a plusieurs méthodes de qu'est-ce qu'on pourrait faire si un objet puisse heurter la Terre. Alors justement, on va voir quelques images que vous allez peut-être commenter dans un petit moment, donc ça va arriver. Alors encore une fois, il faut dire que le domaine des... voilà. Ah là, ça c'est une image qui est en 1908. Ça, c'est les arbres couchés à plus de 2000 km². Et donc voilà, donc c'était une expédition qui a été en 1924. Donc il a fallu jusqu'en 1924 pour savoir effectivement l'ampleur des dégâts, parce que c'est tombé en Sibérie, en Tunguskaya. Alors une autre question, Monsieur Djounay, lorsque l'astéroïde tombe comme celui par exemple de celui qui a été, on va dire, responsable de la disparition des dinosaures par exemple, donc il y a 65 millions d'années, par la suite l'astéroïde finalement il va où? Parce qu'on il va faire un cratère, tout à fait. Les cratères, on les retrouve, les astéroïdes? Le cratère qui a causé la disparition c'est un exemple que je donne. Le cratère qui a causé la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, à l'époque du Crétacé, il se trouve au Yucatan, donc au Mexique, et il s'appelle Tisculub. Le diamètre du cratère fait 180 km. Vous imaginez 180 km, donc c'est énorme. C'est énorme. Et justement, mais le cratère existe, l'astéroïde, lui, il est où? Il éclate, donc il est parce que c'est la température et tout, donc ce qui fait que le choc aussi. Le choc, donc c'est un énorme finalement, choc. Aux environs du cratère, on peut avoir les fragments. Oui, bien sûr, les géologues travaillent sur ça. Je voudrais noter qu'en Algérie, on a 4 cratères météoritiques. Ils sont classés parmi les plus beaux au monde. Oui, c'est très beau. Par exemple, il y a le Timbidar qui se trouve fait En Salah. Il y a aussi le Madna qui a 2 km de diamètre qui se trouve à la Rouat. Il y a Warxis qui se trouve à Tindouf, qui mesure 3,5 km. Et le dernier, le plus beau des cratères, il mesure à peu près 500 mètres. Il se trouve à En Salah aussi. Il s'appelle Amgid. C'est quand même paradoxal de dire que ce sont les plus beaux cratères alors que oui, finalement, parce qu'il est encore résultats conservé. Il est très bien conservé parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et de pluie, etc., de neige qui fait que... Voilà, alors justement, là nous étions en train de voir d'autres photos qui défilaient. Là, c'était à Tiliabisk, c'était en Russie le 16 février 2013, où les vitres se sont cassées. Donc voilà, la catastrophe de 2013 était vraiment, on a su que c'est très dangereux, il faut vraiment, il faut sensibiliser le grand public. Pourquoi on sensibilise le grand public? Parce que c'est, comment dirais-je, on est payé par le contribuable, donc le contribuable doit payer, en quelque sorte, doit donner de l'argent pour qu'on puisse et encore étudier et construire des centres spatials où, voilà, c'est à cause de... Alors, dans la sensibilisation, justement, est-ce qu'on peut informer la population d'un éventuel choc, on va dire? Parce qu'il faut dire, parfois c'est un spectacle, on a envie de voir, comment ça se passe, on a envie de voir ce spectacle, et pourtant on met notre vie en danger. Mais est-ce qu'on peut finalement informer la population auparavant? Ou ça peut arriver on ne va pas être alarmiste. En général, par exemple, la probabilité qu'un corps de la taille de celui qui est tombé à Tunguskaya, en général, il y a une probabilité tous les siècles. Mais même si c'est tous les siècles, quand même, il faut quand même prendre en considération le risque d'un éventuel dégât, parce que si un objet de 40 mètres tombe sur une ville, ça sera... C'est pire qu'une bombe atomique. Voilà, mais il faut dire que la science a bien avancé dans ce sens. Et effectivement, donc rien que pour 2029, il y a déjà des prospections qui sont mises en place. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Djounay, d'avoir été parmi nous ce matin. C'est un domaine très passionnant quand même. Et ça passionne tous les petits, mais aussi ça passionne les adultes finalement. Voilà, et pourtant, il y a un grand travail qui se fait derrière. Merci beaucoup, Monsieur Djounay Baba Issa. Je rappelle, vous êtes astrophysicien et il a été question de la journée donc des astéroïdes qui correspond au 30 juin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Smaïl Belkaidia sera en votre compagnie demain, Inch'Allah, à partir de 8h30 à partir de Constantine. Iman Maharougras à partir d'Oran, jeudi, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir.
une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les